C'est l'heure Gilles Eboli, je suis le directeur de la bibliothèque municipale de Lyon. Merci, un grand merci à tous d'être là. En tout premier lieu, à nos intervenants, naturellement, mais j'y reviendrai, et puis à ceux qui ont pu se libérer, qui ont fait le déplacement pour nous rejoindre. Alors, Yves Alix, puisque c'est l'ANSIB qui organise cette journée, Yves Alix va prendre la parole dans un premier temps. Je compléterai son intervention et puis Raphaël Batz présente le déroulé de la journée. Voilà. Donc sans plus entendre, Yves, je te cède la parole. Je te remercie, Gilles. Donc l'ENSIB est ravi de vous accueillir à la Bibliothèque municipale de Lyon pour cette journée démocratie. Comme vous le voyez, elle est organisée également avec le concours du centre Gabriel Naudet, qui est un des 2 labos de recherche rattachés à l'école, avec l'autre étant Helico. Je tiens à remercier d'une part en premier la bibliothèque municipale pour accueillir cette manifestation qui se continuera demain, on en reparlera. L'ensemble des équipes de l'ENSIB qui se sont mobilisées pour l'organisation et l'ensemble des intervenants. Je fais un bref rappel chronologique à propos du sujet d'aujourd'hui et de cette manifestation, parce qu'il faut au moins remonter, je parle sous le contrôle de Raphaël et de Gilles, au congrès de l'IFLA de 2014, à la déclaration de Lyon. Et l'ENSIB s'est beaucoup impliqué dans le congrès, à commencer par Raphaël Batz, notre chargé des relations internationales, et en souhaitant impliquer élèves et étudiants dans les actions de ce congrès. L'ENSIB, c'est une école. Alors, l'ENSIB n'est pas un instrument d'éducation au sens de l'école républicaine, puisqu'en fait, c'est une école professionnelle et un établissement universitaire. Mais sa mission, c'est de former des professionnels qui vont travailler dans des services publics, dans des services au public, dans la cité. Donc nous formons des professionnels qui sont aussi, bien entendu, des citoyens et qui sont, parce qu'ils travaillent dans des services publics, des citoyens exposés aux autres citoyens. Alors, c'est très important pour l'école d'être membre, à ce titre, du réseau des écoles de services publics. Je ne sais pas si vous connaissez ce réseau. C'est un réseau qui regroupe une 40aine d'établissements. Alors, il y en a qui sont prestigieux, l'ENSIB, bien entendu, l'ENA, l'INET du CNFPT, l'école des sapeurs-pompiers, l'école supérieure de la police nationale, autant d'écoles qui forment en fait des agents qui vont travailler dans des services publics, soit directement au contact avec le public, soit indirectement. Par exemple, juste à côté de l'ENSIB se trouve un des instituts régionaux d'administration de France, qui sont donc sous la tutelle directe du Premier ministre, et gérés par le ministère de l'Intérieur, et qui forment des attachés d'administration de l'État. Ce sont des gens que vous connaissez certainement si vous avez travaillé dans des grands établissements, parce qu'on en trouve effectivement dans les grandes bibliothèques aujourd'hui. Dans les grandes collectivités territoriales, on trouve des attachés territoriaux. Ce sont des équivalents. Ce sont des gens qui, la plupart du temps, ne travaillent pas en direct avec le public. Ils travaillent, disons, derrière, dans le back-office. Ce que j'ai pu constater de mes contacts avec l'IRA, c'est que la formation à la citoyenneté des attachés d'administration était vraiment un point fort de cette formation d'un an, et qu'en fait, les gens qui en sortaient avaient vraiment le sens du service public chevillé au corps. Je souhaite que l'ENSIB continue, elle aussi, dans cette voie et fasse l'effort, effectivement, s'efforce, de donner tous les moyens aux enseignants, aux animateurs de l'école pour insuffler ce sens du service public à l'ensemble des élèves, fonctionnaires et des étudiants qui sortent de l'établissement. Je ne veux absolument pas m'immiscer dans les débats, il faut laisser la parole aux intervenants, mais je me permettrai, puisque j'ai la parole, j'en profite, de vous délivrer 3 citations étoques. La première, qui sera la plus longue, mais vous rassurez-vous, ça fait quelques lignes, vient d'un ouvrage que vous connaissez certainement si vous êtes bibliothécaire, un ouvrage modeste et lumineux qui s'appelle « La sagesse du bibliothécaire » par Michel Melot, lui-même modeste et lumineux.
pour ceux et celles qui le connaissent. Voilà ce qu'écrit dans les premières pages du livre Michel. La conviction que la vérité, autant qu'elle existe, ne peut être que partagée et contingente, fonde la sagesse du bibliothécaire. Sinon, un seul livre suffirait, comme ce fut longtemps le cas. Le bibliothécaire est par définition tolérant. Il vit de la multiplicité et de la diversité des opinions. Il encourt aussitôt la suspicion d'attentisme, d'opportunisme, voire de compromission, car il sait bien, le bibliothécaire, que sa bibliothèque ne contient pas tous les livres. Seul le dépôt légal et la mission confiée dans chaque pays à une bibliothèque nationale au moins l'exemptent de l'indispensable tri. Encore n'est-il pas lavé de tout soupçon par cette exhaustivité. Ces livres, si nombreux soient-ils, puisqu'ils ne tombent plus du ciel, sont bien eux aussi l'œuvre de quelque pouvoir. Le pouvoir de publier s'appelle aujourd'hui le marché du livre, tempéré ça et là par des publications officielles ou la générosité de quelques mécènes. Les livres sont les reflets d'intérêts divers, le plus souvent occultes. Le bibliothécaire, en les acceptant dans sa bibliothèque, les sert à son tour. La tolérance n'est pas l'indépendance. Karl Marx disait que l'époque qui produit des livres est la même que celle qui produit ses lecteurs. On peut ajouter que c'est également celle qui produit ses bibliothécaires. J'ai l'intention de faire entrer Karl Marx à l'ENSIB. Voilà. La tâche, c'est pas dans le texte, hein. La tâche ordinaire du bibliothécaire n'est donc pas d'accumuler les livres, tous les livres, mais bien de les choisir et d'assumer ce choix. La collection qu'il compose est un savant compromis entre ce qu'il croit que lui demanderont ses lecteurs et ce qu'il croit devoir leur proposer, ou encore entre ce qu'il espère que lui demanderont ses lecteurs et ce qu'il estime qu'ils devraient demander. Pour réussir cet exercice, la connaissance des lecteurs n'est pas moins nécessaire que celle des livres. C'est dans la correspondance de ces deux savoirs que repose le métier de bibliothécaire. On y trouve bien, effectivement, la philosophie du métier de bibliothécaire. La deuxième citation, qui est beaucoup plus courte, c'est un message, à mon avis, pas inutile par les temps qui courent. Elle vient des Mémoires d'Adrien, de Marguerite Yourcenar. Fonder des bibliothèques, c'était encore construire des greniers publics, amasser des réserves contre un hiver de l'esprit qu'à certains signes, malgré moi, je vois venir. Et le dernier message, c'est deux articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Le premier, c'est l'article 10. « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Et le deuxième, c'est l'article 11. « La libre communication des pensées et des opinions est un des biens les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Voilà, je passe la parole à Raphaël pour qu'elle nous précise le déroulement de la journée. On peut applaudir. Ah non, c'est pas moi, il faut applaudir. Ce qu'il a dit. Avant de... Merci Yves. Je vais passer la parole tout de suite à Raphaël, mais pour la bibliothèque municipale, je voulais dire quelques mots. Hein. En revenant moi aussi sur une chronologie qui concerne la bibliothèque. En juillet 2012, avec l'équipe de la bibliothèque, on a terminé l'écriture de notre projet d'établissement. Ce projet d'établissement, il essayait de répondre à un certain nombre de questions qui concernaient la bibliothèque de Lyon, mais qui concernaient, je crois, aussi toutes les bibliothèques. Et c'était évidemment vers quel avenir se projeter, sur quel modèle de bibliothèque travailler. Et les conclusions auxquelles nous aboutissions, les choses que nous voulions poser au moment où toutes ces interrogations que vous connaissez, hein, faut-il encore bâtir des bibliothèques, a-t-on encore besoin de bibliothèques, etc. On a apporté une première réponse, hein, une première conviction, qui était de dire oui, la bibliothèque plus que jamais, une bibliothèque républicaine, hein, garantissant tout ce qui peut avoir trait à, évidemment, la liberté, l'égalité et la fraternité, une bibliothèque citoyenne, hein, une bibliothèque qui était en mesure de faire partager une mémoire, de permettre aux citoyens de se saisir du présent, comme de se projeter sur l'avenir. Voilà, c'était les choses que nous posions, la vision que nous voulions mettre en œuvre, partager, et on avait défini pour l'établissement des axes qui étaient être orienté public, la bibliothèque comme lieu de vie, et puis on proposait un modèle lyonnais. C'était un premier temps qui nous orientait déjà sur des thématiques liées aux thématiques qui vont nous occuper aujourd'hui. Le deuxième temps, tu l'as dit Yves, c'est le congrès de l'ABF de 2013, hein,
à Lyon, hein, c'était le deuxième temps pour moi dans cette trilogie événementielle, c'était la fabrique du citoyen. Hein. Comment la bibliothèque peut-elle se définir comme fabrique du citoyen? Quels sont les enjeux autour de cette thématique aujourd'hui? Et puis enfin, effectivement, le congrès de 2014 de l'IFLA, cette déclaration de Lyon qui est promulguée et qui dit que la bibliothèque est un rouage essentiel dans la cité, dans la société, en termes de développement durable, en termes de démocratie. Voilà. On avait là donc des fondations solides sur lesquelles on voulait travailler. Et puis sont arrivés les attentats. Tout d'abord, je suis Charlie, puis les attentats qui ont suivi, qui là encore ont interrogé la bibliothèque, celle de Lyon et toutes les bibliothèques, les ont interrogés sur leurs projets, hein, dans leur nature même. La question de la bibliothèque comme lieu dans la cité était posée. Alors, à partir de là, nous avons souhaité engager une opération structurelle, hein, pas simplement une réponse ponctuelle, hein, ou basée sur l'émotion, mais une action sur la durée, sur la structure, basée sur une réflexion, sur une ambition, sur une conviction. Et on a lancé le projet Démocratie. Donc, vous le verrez détaillé dans le programme qui est disponible. Hein. C'est une opération qui va s'étaler sur pratiquement 4 mois. Il y a plus de 80 rendez-vous qui sont proposés, toujours sur cette thématique de la démocratie, rêver, penser, agir ensemble, c'est le titre. Hein. Cette opération a mobilisé bon nombre des forces de la bibliothèque municipale, mais aussi des partenariats très nombreux, dont celui de l'ANSIB, essentiel. Merci Yves pour ton soutien. Alors je voulais aujourd'hui vous engager à visiter ce programme de démocratie, à nous donner éventuellement vos impressions, vos idées, vos remarques. Hein. C'est un projet qu'on veut partager, qui doit être partagé. C'est pas un projet qui est facile à mener. Hein, il faut le dire, parce qu'il est multiforme. Nous avons voulu renouveler un petit peu les propositions de la bibliothèque. C'est bien, mais ce n'est pas toujours facile. D'un point de vue politique, entre guillemets, au meilleur sens du terme, c'est aussi évidemment compliqué dans cette période. Et c'est pourquoi je voulais remercier vraiment très sincèrement toutes les équipes qui ont participé à ce travail, qui est un gros travail et qui est un bon travail. Donc Étienne, Anne-Cécile, Guillaume, Raphaël pour l'ANSIB, Julia, Christelle. Voilà. Merci à tous. J'en oublie évidemment, mais merci pour ce